Ben écoutez, merci d'être là. Je vous trouve courageux avec ce temps estival. Vous êtes des vrais passionnés. Merci beaucoup d'être là. Donc, je me présente Éric Bédard, historien, Université de la TÉLUQ, et puis qui se passionne pour la Nouvelle-France depuis, je dirais, depuis en fait que j'ai écrit mon Histoire du Québec pour les nuls. Première édition 2012. J'en suis déjà à ma troisième édition 2019. Et je dois vous avouer que quand je me suis lancé, là, je savais que j'avais prévu 4 chapitres sur la Nouvelle-France, puis je me sentais pas gros dans mes souliers. Je connaissais ça, mais de façon assez rudimentaire. Et là, j'ai fait un cours accéléré. Et là, j'ai comme découvert un nouveau continent qui m'a absolument passionné. Et je me suis dit, un jour, je vais me plonger plus à fond là-dedans, ce que je fais depuis quelques années. Et je travaille actuellement sur un livre, c'est la Nouvelle-France, Formation d'un peuple en Nouvelle-France. Donc, je travaille là-dessus. Et donc, ça m'a amené à lire notamment les travaux d'Éric Thierry, notre invité d'aujourd'hui, qu'on est très chanceux de recevoir au Québec. On le reçoit presque à chaque année. On est chanceux de le recevoir. Il participe à plusieurs activités. Il est assez connu des spécialistes de la Nouvelle-France. Et pour cause. Parce que, vraiment, Éric Thierry, c'est pas n'importe qui. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, je vous le présente rapidement. Et pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook, j'imagine, de Nouvelle-France, c'est bien ça. Donc, bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, Éric Thierry, c'est pas n'importe qui. Je ne veux pas faire la liste de ces très, très nombreuses publications, on n'en sortirait pas, mais je vais vous citer quand même 3 titres. D'abord, sa thèse de doctorat, qui a été publiée en 2001, et ça a été publié chez Honoré Champion, c'est une biographie de Marc Lescarbot. Marc Lescarbot, je m'en rends compte maintenant, les spécialistes de la Nouvelle-France le connaissent, mais il est passé complètement à la trappe par rapport à Champlain. Champlain occupe tellement tout l'espace au début du 17e siècle en Nouvelle-France que Marc Lescarbot, mais qui n'est jamais venu dans la vallée du Saint-Laurent, qui a été seulement en Acadie, a été oublié. Or, justement, pour mon livre, j'ai lu attentivement son histoire de la Nouvelle-France et j'ai lu sur lui, j'ai lu évidemment le livre d'Éric Thierry, qui s'était mérité un prix de l'Académie française. On découvre que c'est un personnage, finalement, et certains disent de lui, un chercheur américain, disent que le véritable inventeur du mythe du bon sauvage, ben, c'est peut-être quelqu'un comme Marc Lescarbot, et non pas Jean-Jacques Rousseau au 18e siècle, comme on le dit souvent. Marc Lescarbot a une vision extrêmement généreuse et bienveillante des Autochtones, et en cette ère où on parle beaucoup des Autochtones, c'est bien de le rappeler. Et le portrait qu'il fait des Autochtones est absolument fascinant. C'est un portrait très généreux, de grande ouverture, qui est vraiment d'un esprit humaniste. Et Marc Lescarbot nous est donc présenté dans le livre d'Éric Thierry, comme aussi dans toute son époque, c'est un gallican et tout ça. Donc c'est un livre important, marquant, qui nous aide à comprendre cet homme, cet avocat français de Vervins. Et ensuite, autre ouvrage important d'Éric Thierry, 2008, un ouvrage qui portait sur Henri IV et l'Amérique du Nord, qui était aussi un ouvrage important qui nous a permis de situer l'intérêt d'Henri IV pour la Nouvelle-France et donc dans toute sa politique impériale. Un livre qui est très important, qui est très novateur. Et enfin, je pourrais en citer d'autres, mais enfin, les œuvres complètes d'Éric Thierry, pas d'Éric Thierry, ça viendra dans 100 ans peut-être, ou dans 50 ans, les œuvres complètes de Champlain en 2 volumes, et là, je vous le prédis, là, ça va être dans toutes nos bibliothèques, ça va être l'ouvrage de référence sur Champlain. Les œuvres de Champlain étaient éparpillées dans plusieurs livres, notamment d'Éric Thierry, mais dans plusieurs livres qui avaient été publiés au fil des années, égrenés. On citait 2, 3 éditions, une du 19e siècle et une de Bigard, je crois. Bon, on citait toujours ces éditions-là, mais il y avait tellement de choses qui avaient été découvertes sur Champlain depuis. Et Éric Thierry, donc, a rassemblé les écrits de Champlain dans ces 2 volumes avec un appareil de notes extrêmement utile sur toutes les informations les plus à jour sur l'époque de Champlain et sur Champlain lui-même, évidemment avec une introduction qui est extrêmement utile pour comprendre Champlain et son œuvre.
Donc, Éric Thierry, je le situerais dans la ligne de nos grands historiens de la Nouvelle-France, sans vouloir le faire rougir, c'est-à-dire notamment de Marcel Trudel. En fait, il y a un côté de Marcel Trudel, mais moins le côté iconoclaste. Marcel Trudel, il réglait ses comptes avec les vieux nationalistes, souvent dans ses livres sur la Nouvelle-France, mais il n'y a pas de ça chez Éric Thierry, c'est-à-dire il n'y a pas de compte à régler, mais on sent une admiration pour le personnage, mais ça n'enlève rien à la rigueur et à la précision de ce qui est amené, mais on sent, oui, une sorte d'admiration, comme un David Hackett Fischer, mais sans sacrifier du tout à la rigueur de la démonstration et de l'illustration de cette vie. Alors donc, voilà, Éric, je voulais vous présenter clairement, pour ceux qui vous connaissent moins, et vous dire aussi toute l'admiration que j'ai pour vous, et je pense que je ne suis pas le seul, pour votre travail qui est très rigoureux, qui est constant, et là, vous nous préparez la biographie en langue française qu'on attend tous de Champlain, et vous êtes la meilleure personne pour le faire, sans aucun doute. Donc, l'entretien d'aujourd'hui, ce qu'on m'a demandé de faire rapidement, c'est de revenir sur l'enfance, l'adolescence de Champlain, et c'est d'autant plus intéressant qu'on ait Éric Thierry pour nous parler de ça, puisque on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose, mais si on sait quelque chose, Éric Thierry est là pour le savoir, parce qu'il a écumé à peu près tous les documents pertinents. Il y en a sûrement d'autres qu'on va découvrir, mais ceux qu'on connaît, en tout cas, Éric Thierry les a écumés, consultés, analysés. Et donc, je vais vous poser, Éric, des questions un peu naïves, candides. Je me mets à la place de gens qui nous suivent et qui connaissent un peu la vie de Champlain, mais qui ne sont pas des spécialistes et des érudits de l'époque et du personnage. Donc, je vais y aller avec des questions un peu candides, peut-être un peu naïves, pour vous donner l'espace pour développer, pour nous dire qu'est-ce qu'on sait ou pas du personnage de Champlain. Donc, on va commencer. Est-ce qu'il y a un téléphone? Ah, OK, c'est la ligne de la librairie. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire, moi, là, quand j'ai écrit mon histoire du Québec pour les nuls, vous allez voir, j'étais très fier d'être un des premiers qui, dans une synthèse, allait dire la date de naissance, parce que je l'ai publié en 2012, et on venait tout juste d'annoncer en grande pompe qu'on avait finalement trouvé l'acte de naissance de Samuel de Champlain. Et puis je me souviens, des journalistes m'avaient appelé, moi je ne m'y connaissais pas assez pour commenter la nouvelle, mais on avait annoncé ça, et donc moi, je l'ai écrit, je dis, on a maintenant enfin la date de naissance, mais vous, tout de suite après, c'était évidemment sans compter l'expertise d'Éric Thierry, vous avez émis des doutes sur l'acte de naissance. Donc, si j'ai bien compris, on croyait avoir découvert l'acte de naissance, le baptême, le baptistère de Samuel de Champlain, et on disait qu'il était né en 1574. Or, vous mettez un petit peu en doute cette découverte. Oui, parce qu'on a retrouvé l'acte de baptême de Samuel Chapelot, donc fils d'un Antoine Chapelot et d'une Marguerite Leroy, qui a été baptisé dans le temple Saint-Ion de La Rochelle le 13 août 1574. Bon, mais donc c'est vrai que le prénom du père correspond, le prénom et le nom de la mère correspond, mais il y a une grande différence, c'est le nom. C'est pas mince. Voilà, donc Chapelot, Champlain. Alors bon, tout de suite, la question de ça. La question qui a été discutée, c'est de savoir est-ce que le pasteur qui a baptisé le petit Samuel, est-ce que quand ses parents se sont présentés, est-ce qu'il a mal entendu, est-ce qu'il a noté Chapelot au lieu de noter Champlain? Mais vous êtes sûr à 100% que c'est pas le bon acte? 100% non. 90. Mais bon, j'ai des doutes parce que les informations qui sont contenues dans cet acte correspondent pas tout à fait à ce qu'on sait sur la naissance, la date de naissance de Champlain. Le problème, c'est la date de naissance, 1574. Et les écrits de Champlain, les quelques indications qui sont éparses dans ses ouvrages, nous laissent penser plutôt qu'il serait né vers 1580. Oui. Voilà. Bon. Donc on l'a vieilli. Voilà, de 6 ans. On l'aurait vieilli de 6 ans. On l'a vieilli de 6 ans. Oui. Donc on pense que c'est plus vers 1580, mais l'acte
reste à découvrir. Reste à découvrir. Est-ce qu'on le découvrira un jour? C'est pas sûr. Là, donc, selon l'acte de Samuel Chapelot, c'est un baptême qui a été célébré à La Rochelle, Oui. mais vraisemblablement, Samuel de Champlain est né à Brouage. Ouais. Donc, et Brouage, c'est pas à La Rochelle. Et malheureusement, on n'a plus de registres paroissiaux à Brouage pour cette époque-là. Hein. Les plus vieux registres de baptême remontent à 1615. Donc il y a eu des destructions et donc il est possible qu'on ne retrouve jamais l'acte de baptême de Samuel de Champlain. Bon, alors parlons maintenant de ses parents et du milieu social. Ça aussi, c'est flou. Donc, qui vraisemblablement a été son père et sa mère? Alors, le document certain qui évoque les parents de Samuel de Champlain, c'est son contrat de mariage. Ouais. Alors, vous savez qu'il a épousé Hélène Boulet, une très jeune fille, en décembre 1610. Il y a un contrat de mariage qui a été signé. Et dans ce contrat de mariage, qui est conservé aux Archives nationales à Paris, il est dit que Samuel de Champlain est le fils de feu Antoine de Champlain, capitaine de marine, et de Marguerite Leroy. Voilà, donc son père, il est né dans un milieu de marins. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Et ce qu'on sait aussi sur la famille de Samuel de Champlain, c'est que sa mère, Marguerite Leroy, avait des sœurs, au moins 2 sœurs, qui toutes les deux ont épousé des capitaines de marine. Donc il avait une sœur, il avait une tante donc, maternelle qui avait épousé un capitaine qui s'appelait Camarel, et puis une autre tante maternelle qui a épousé Guillaume Allen, qui est un personnage très important dans la vie de Samuel de Champlain. Alors on a bien dit Antoine de Champlain. Oui, Antoine de Champlain. Donc une particule. Tout à fait, il y a une particule. Donc, voilà. Petite noblesse? Alors, vous savez d'abord, dans les documents, la mention Samuel de Champlain, elle apparaît très tôt, dès 1595. Hein, le premier document où la particule apparaît, c'est 1595. Et dans la plupart des documents, des actes ont été signés par Samuel de Champlain, il y a une particule. Hein. Donc, et Samuel de Champlain y était assez attaché. Donc oui, Samuel de Champlain est né noble. Vous savez, à cette époque-là, au XVIe siècle, surtout en Saintonge, la noblesse est très ouverte. Donc on n'a pas besoin d'avoir une lettre de noblesse pour être noble, il suffit d'avoir une certaine aisance financière, il suffit d'avoir une terre, et on est noble. Hein. Donc est noble celui qui vit noblement à cette époque-là. Donc Samuel de Champlain est né dans une famille de petite noblesse, et il a été noble dès le début, hein, ce qui lui a permis de s'engager dans l'armée du roi, et puis ce qui lui a permis d'avoir des responsabilités importantes. Il était à Québec, il était lieutenant d'un vice-roi, et ça c'était quelque chose qui était possible que pour quelqu'un qui était issu de la noblesse. Donc c'est ça, c'est que la noblesse, les codes de la noblesse vont se rigidifier. Voilà, il ne faut pas confondre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle avec l'époque de Louis XIV. Oui. Ce sont deux époques différentes. Et à l'époque de Samuel de Champlain, à l'époque de sa jeunesse et de son adolescence, la noblesse est quelque chose de très ouvert. Hein, donc pour être noble, il faut vivre noblement. Et il ne faut pas oublier qu'en Saintonge, acquérir la noblesse, c'était assez facile parce que la taille, qui était un impôt sur le revenu, n'existait pas, et les nobles étaient exemptés de la taille. Donc pour les autorités royales, ça ne posait pas de problème de considérer un grand nombre de personnes comme étant nobles. Hein. Donc en Saintonge, la noblesse est ouverte. Hein, oui. Voilà. Alors là, on parle déjà du père d'Antoine de Champlain, du père de Samuel de Champlain, comme si c'était évidemment Antoine de Champlain, mais dans la biographie de David Hackett Fischer, il formule l'hypothèse pour comprendre les liens très privilégiés de cet homme finalement qui venait de la Saintonge. Bon, pourquoi? Bon, une petite noblesse de province. Comment expliquer ces liens privilégiés entre Henri IV, Henri le Grand et cet homme finalement de petite noblesse, mais quand même modeste extraction,
Et il émet l'hypothèse d'une idylle, quoi, avec il le surnomme l'homme aux 75 maîtresses, bon, et que peut-être Henri IV aurait eu une histoire avec sa mère, et que finalement ce serait son véritable père. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec cette hypothèse? Parce qu'elle nous fait rêver, hein, bien sûr. Elle est intéressante, cette hypothèse, mais vous n'êtes pas d'accord. Henri IV était un homme très, très, très volage, mais on connaît très bien tous les bâtards d'Henri IV. Hein. Il y en a 11 qui sont officiellement recensés. Et Henri IV était un bon père. Il s'est toujours très bien occupé de ses enfants légitimes et de ses enfants illégitime. Hein, et quand il était sûr d'être le père d'un enfant, eh bien, il s'occupait de son éducation. Et Henri IV a fait élever ses enfants illégitimes avec ses enfants légitimes dans le château de Saint-Germain-en-Laye à Paris, qui était la pouponnière royale. Et ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais c'était dans les mœurs de l'époque. Et avoir des bâtards quand on était membre de la noblesse, et plus encore quand on était membre de la grande noblesse française, c'était quelque chose de très courant, hein, c'était quelque chose de très banal. Donc les bâtards d'Henri IV, ils n'avaient rien de scandaleux, hein, et être le bâtard d'un roi de France, c'était quelque chose de prestigieux. Hein, et si Champlain avait été le bâtard du roi Henri IV, il aurait eu une position sociale complètement différente. Hein. Il aurait jamais été vice-roi, il aurait été jamais le lieutenant du vice-roi de la Nouvelle-France. Il aurait été vice-roi de la Nouvelle-France, comme le prince de Condé, comme le duc de Montmorency, comme le duc de Ventadour. Hein. Donc il aurait été un personnage très très important. Donc ça c'est une hypothèse un peu fantaisiste. Parce que bon, la bâtardise, les bâtards n'avaient pas du tout le même statut au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe siècle, que plus tard. C'était pas du tout une honte. Oui. Mais vous avez quand même étudié justement ces naissances un peu illégitimes dans cette petite noblesse de l'époque. On en parlait avant l'entretien. Et dans un texte, vous soutenez que peut-être son père, le père, donc le vrai père de Samuel de Champlain, Antoine de Champlain, aurait été lui-même peut-être un fils illégitime. Là, la bâtardise, c'est plus au niveau du père, je pense. Parce que ça, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Samuel de Champlain, il reste très, très pudique sur ses origines. Il reste très, très silencieux. D'habitude, chez les auteurs du XVIe siècle, qui sont des nobles, ils n'hésitent pas à évoquer les origines de leur lignage. Ils parlent de leurs ancêtres, ils s'en sont très fiers. Champlain, lui, reste toujours très silencieux dans ce domaine. Il ne donne aucune information sur l'origine de sa famille. Or, Champlain, c'est un nom de terre. Un Champlain, c'est un toponyme qu'on trouve en France, dans de nombreuses régions. Champlain, ça vient de Campus Planus, en latin, donc c'est le champ de plaine, c'est un nom de terre. Donc Champlain, il porte le nom d'une terre. Mais alors, moi, je me suis posé comme question, où se trouve cette terre de Champlain? Et j'ai répertorié tous les Champlains qui existent en France. Il y en a un certain nombre. Puis j'ai creusé un peu les différentes pistes. Puis il y a une piste qui est intéressante dans le département de la Mayenne, donc dans l'ouest de la France, aux portes de la Bretagne. Il y a une terre qui s'appelle Champlain. On peut y aller, j'y suis allé, j'ai pris une photo, et c'est un lieu-dit, donc il y a une ferme qui s'appelle Champlain, ça se trouve près de Saint-Pierre-des-Landes, pas très loin de Vitré, donc tout près de la Bretagne, et j'ai cherché un petit peu je me suis intéressé à cette terre de Champlain près de Saint-Pierre-des-Landes, et puis j'ai rencontré, dans les documents, j'ai trouvé les propriétaires de cette terre. Et à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, cette terre appartient à la famille des La Saugère. Et à l'époque donc à la fin du XVIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on trouve un Jean de La Saugère, marié avec une femme qui s'appelle Anne de Peigné. Et cette Anne de Peigné, c'était l'héritière de la terre de Champlain. Elle l'a apportée à son mari. Cette famille, c'était des protestants. Et c'était des protestants qui étaient très liés aux protestants de Vitré,
qui était pas très loin. D'ailleurs, ils ont un de leurs fils légitime qui a été baptisé par un pasteur de Vitré, donc une famille protestante. Et alors ça m'a beaucoup intrigué parce que Vitré, c'est une ville qui est importante dans la biographie de Samuel de Champlain. C'est sa femme, Hélène Boullé. C'est la fille de Nicolas Boullé et de Marguerite Alix. Et ses beaux-parents de Champlain ont vécu une partie des guerres de religion à Vitré. Ils ont 2 enfants qui sont nés à Vitré, ils étaient protestants, et 2 enfants qui sont nés à Vitré, qui ont été baptisés à Vitré. Et lorsque Samuel de Champlain s'est marié, en 1610 avec Anne de Boullé, il y avait des gens de Vitré qui étaient invités, dont des personnes qui étaient des proches, qui étaient des membres de la famille d'un homme qui avait séjourné avec Champlain en Acadie, et qui était mort en Acadie sur l'île Sainte-Croix en 1605. Donc il y a des liens très étroits entre Champlain et Vitré. Et quand Champlain est allé aux Indes occidentales, il a fait un voyage, il a séjourné en Espagne, il a vécu pendant plusieurs semaines à Sanlúcar de Barrameda, et là, il y a en Andalousie, et là, il y avait une communauté vitréenne, de marchands vitréens, qui était très importante. Donc ça, cette terre de Champlain près de Saint-Pierre-des-Landes, ça m'a beaucoup intéressé. Et ce qui est intéressant, c'est que le Champlain, il porte le nom d'une terre. Mais d'habitude, on voit dans les documents une personne avec son nom de famille, et après c'est ajouté Sieur de, et avec le nom de la terre. Tandis que là, il n'y a jamais de nom de famille avec Champlain, il n'y a toujours que ce nom de terre. Or, c'était une habitude à l'époque, au XVIe siècle, encore au début du XVIIe siècle, dans les familles de la noblesse, que ce soit la petite noblesse ou de la grande noblesse, les bâtards ne pouvaient pas hériter de leur père. C'était seulement les enfants légitimes qui héritaient de leur père. Mais les pères s'occupaient quand même de l'éducation de leurs bâtards. Souvent, les bâtards étaient éduqués dans la maison de leur père. Et c'était souvent la femme légitime qui élevait les bâtards de son mari. C'était quelque chose d'assez fréquent à l'époque. Et quand il s'agissait de caser, de placer les bâtards, eh bien souvent, on leur donnait, ils ne portaient pas le nom de famille de leur père, puisqu'ils étaient des enfants illégitimes, mais l'habitude voulait que le père leur donne le nom d'une de ses terres. Et donc Champlain, c'était une terre de la famille de la Saugère, et donc peut-être qu'Antoine de Champlain était un bâtard issu de la famille de la Saugère, et en particulier de Jean de la Saugère. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, les pères de bâtards inscrivaient leur fils illégitime dans leur lignage. Et le père de Jean de la Saugère s'appelle Antoine de la Saugère. Et donc, ça c'était une pratique assez courante d'inscrire ses fils illégitimes dans son lignage. Et le père avait l'habitude de placer ses fils, parce que souvent il y en avait plusieurs, ses fils illégitimes. Et là il ne faut pas oublier que Vitré, c'était une ville de marchands on produisait dans la région de Vitré des toiles qui étaient exportées jusqu'en Espagne et qui étaient exportées par des marchands de Saint-Malo. Donc il y avait des liens très étroits entre Saint-Malo et Vitré. Et donc, si Antoine de Champlain est devenu capitaine de marine, c'est peut-être parce que son père l'a placé dans une famille de marins de Saint-Malo. Enfin, du moins, il a appris la navigation en naviguant avec des marchands de Saint-Malo. Donc, vous voyez, il y a des liens entre Vitré, Saint-Malo et Brouage, parce que Brouage, c'est une escale sur la route entre la Bretagne et l'Andalousie, et les navires viennent souvent chercher du sel à Brouage. Donc peut-être que Antoine de Champlain, qui a appris à naviguer à Saint-Malo, a rencontré sa femme Marguerite Leroy lors d'une escale à Brouage. Voilà. Alors, on est dans le domaine des hypothèses. Ce sont des hypothèses, mais moi, ce qui m'a quand même intrigué, c'est les liens entre Samuel de Champlain et Vitré. Et alors, la situation au début du XVIIe siècle, elle change, parce qu'en mars 1600, Henri IV fait un édit
qui interdit aux bâtards de nobles et aux descendants de bâtards de nobles de prétendre à la noblesse. Alors ça pour des raisons fiscales, parce que les bâtards, les nobles étaient exemptés de la taille. Et donc il y a un certain discrédit sur les bâtards qui s'installent à partir du début du XVIIe siècle. Et ça, c'est renforcé aussi par la réforme catholique, qui insiste beaucoup sur les liens du mariage. Et donc, être issu d'un bâtard de noble, au XVIIe siècle, dans la première, ça commence à être un peu moins bien vu. Et donc, c'est pour ça que je pense que Champlain avait honte des origines de sa famille. Et donc, c'est ça qui explique son silence sur ses origines. S'il n'en parle jamais, c'est parce qu'il sait... Puis alors, il a été l'objet d'attaques dans ce domaine. Parce que, par exemple, son éditeur, l'éditeur des Sauvages, de livre qui est paru en 1603, Claude de Montreuil, il a effacé la particule sur la page de titre des Sauvages. C'est Samuel Champlain qui apparaît. Et Marc Lescarbot, qui a bien connu Samuel de Champlain, ils étaient en Acadie ensemble, ils ont eu des relations difficiles, après ils se sont disputés, et puis ils étaient toujours en bagarre. Et Marc Lescarbot, systématiquement, il gomme la particule de Champlain, parce qu'il connaît cet édit d'Henri IV de 1600, et il conteste la noblesse de Champlain. Donc vous voyez, c'est un tabou dans la vie de Champlain, et quand il y a quelque chose qui le gêne, il reste silencieux. Donc pour se résumer, le véritable bâtard, ce n'était pas Samuel, c'était peut-être Antoine. C'était Antoine. Et Samuel en était un peu